Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous nous regardez à la télévision. Merci de votre fidélité à ceux qui nous rejoignent maintenant sur Espace, mais aussi sur Kaniazik, sur Zali FM. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, monsieur le ministre Albert Damantan Camara, ministre porte-parole du gouvernement. On en parle ce matin depuis peu avant le 4 février dernier. Le temps dans la capitale guinéenne et dans certaines régions donc de l'intérieur du pays ne fait pas le printemps, il le dit en bas. Au climat délétère des opérations de centralisation et de proclamation de vote pourrait s'ajouter la mise en œuvre donc d'une menace de grève brandie depuis il y a une dizaine de jours par le SLEG conduit par Aboubacar Souma, et les choses ne sont pas pour arranger puisqu'officiellement le gouvernement guinéen dénie aux représentants publicités donc de SLEG toute qualité d'interlocuteur. Cette question est posée ce matin. Comment expliquer la posture donc du gouvernement face à la qualité d'Aboubacar Souma? Faut-il craindre un alissement des violences suite à une reprise de la grève? Toutes ces questions posées ce matin. Monsieur le ministre, donc Albert Damantan Camara, ministre porte-parole du gouvernement, il est avec nous en studio. Et puis on va parler politique aussi un peu plus tard. 8 jours après la tenue donc du scrutin communal, les acteurs continuent d'attendre la proclamation des résultats officiels qui tombent au compte-gouttes depuis vendredi dernier. Outre les recours et d'autres formes de contestation à attendre par ailleurs, ce sont les manœuvres d'accession aux têtes de communes qui focalisent donc désormais les attentions. Or, le schéma actuel de distribution des votes s'est fait un faiseur de roi, il le dit en bas, l'UFR de Sidya Touré, auquel il va falloir faire les yeux doux. Sidya Touré a-t-il choisi déjà son camp ou considéra-t-il une alliance à l'UFDG de Cellou Dalein Diallo? Toutes ces questions posées ce matin. Un peu plus tard, le président de l'UFR sera avec nous en studio, en direct dans l'émission. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue chez vous. Le micro n'est pas activé. Voilà. Oui. Donc je disais bonjour, merci de me recevoir et bonjour à vos auditeurs, bonjour Tamba, bonjour Mafoudia et bonjour Moussa Moïse. Vous étiez passé où, monsieur le ministre? Vous étiez où? Oh, j'étais là, dans la capitale, c'est peut-être vous qui étiez loin de moi. 2 ans. Ça fait 2 ans, ça fait longtemps. Vous avez manqué à ces micros, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je vois en tout cas sur la technologie. Oui, mais c'est vrai, mais... Le micro est de meilleure qualité. Allez, on en vient à l'actualité. Alors, je pense qu'il est principalement là pour parler de la crise dans le secteur de l'éducation. Mais avant, il y a une autre crise, monsieur le ministre. Moi, je ne peux pas passer à côté de cela. Ça a quand même coûté la vie à 7 citoyens. Et vous n'en avez même pas parlé lors des conseils des ministres. Moi, en tout cas, dans vos colonnes, je n'ai pas vu une seule phrase faisant mention de cela. Oui. Est-ce un dédain? 7 morts, c'est pas trop face au gouvernement? Non. 7 morts, il faut... Vous posez la Les question. grandes gueules. Parce que j'attendais à ce qu'il y ait un discours fort de la part du gouvernement, que le chef de l'État, comme il a l'habitude de le faire, en 2013 on l'a écouté, en 2015 lorsqu'il y a eu des violences, il a pris la parole. Ça ne va pas dans le pays. Il y a des tensions et ça vire à des affrontements ethniques. Le principe de la parole publique, de la parole de l'autorité est qu'on choisit un moment opportun. Certains peuvent considérer que c'est trop tôt, des fois on peut considérer que c'est trop tard, mais ce qui est sûr, c'est que ça met une emphase sur une situation. Et donc à un moment donné, il faut faire un choix. Ce qui est évident aussi, c'est que le gouvernement s'est exprimé, et beaucoup exprimé sur le sujet, que ce soit le ministre de la Justice, le ministre de l'Administration du Territoire, le ministre de la Sécurité, moi-même. Ouais. Et donc, pour le moment, nous estimons que ça, on ne va pas dire que c'est suffisant, mais que ce sont des messages forts qui ont été lancés. On aurait aimé que toutes les entités politiques s'y associent. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Nous espérons que ça va être corrigé. Mais ça ne veut pas dire, au contraire, que nous négligeons cette situation, que nous ne lui donnons pas le caractère qui est la sienne. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est d'ajouter de l'huile sur le feu et que par des paroles déplacées, on ait l'impression que soit le gouvernement prend parti ou il essaie d'envenimer les choses, donc, ou qu'il y a une récupération politique. Donc voilà, mon intervention ce matin est dans la même veine. Faire très attention à tout ce qui est dit et éviter d'envenimer une situation qui n'est pas encore prête d'être arrêtée. Puisque vous venez de le dire tout à l'heure, il faut aussi que la population comprenne le jeu des alliances qui amènera les maires au pouvoir. Et ce n'est pas évident que les gens le comprennent lorsqu'on dira à quelqu'un que vous avez le plus d'élus, et puis ce n'est pas forcément celui qui sort de votre week-end. Ça aussi, c'est un enjeu. Et c'est tellement important que si on se focalise sur nos intérêts personnels sans expliquer ça à nos militants, la CEDI doit le faire également, on risque d'aller dans d'autres crises. Donc, aller à chaud
sur des condamnations, des interventions. Il faut condamner toutes les violences, mais il faut faire très attention aux prises de parole dans le contexte dans lequel on est. Des déclarations dites fortes, des déclarations très fortes même. On a vu cette sortie ce week-end du ministre Khalifa Gassama Diaby, mais des inquiétudes personnellement que j'ai pu entendre par-ci, par-là, c'est de savoir si le reste de l'équipe gouvernementale est avec lui. Quand apporter par exemple une plainte contre un élément du gouvernement auprès de la CPI. Pas forcément un élément du gouvernement. Ils étaient concernés. Il a dit de quelque bord que ce soit. Quiconque donc tu as dit par exemple. Et l'opposition. Vous avez entendu, c'est juste un exemple. Dans le message de Gassama Diaby, au début de son intervention au siège du RPG, il a bien dit « Je suis là par la volonté du chef de l'État. Les pouvoirs qui m'ont été donnés, ceux de dénoncer certaines choses, y compris dans le camp de la mouvance présidentielle, m'ont été donnés par le président de la République. De toute manière, ce n'est pas une question de choix. Celui qui sera coupable de propos ethnocentriques, propos amenant la violence, si elle est établie, que le ministre Gassama le veuille ou non, qu'ils veulent nous protéger ou non, ils seront poursuivis par les instances internationales. Le fait est que ce n'est pas nouveau, monsieur le ministre. Non, mais j'en viens. C'est pas nouveau. Qu'est-ce qui va nous dire que cette fois, il y a de la volonté politique derrière? Mais la question n'est même pas d'avoir la volonté politique ou pas. Aujourd'hui, il s'agit de... Et j'en reviens à le petit débat qui vous a opposé au ministre tout à l'heure que j'ai écouté. Non seulement le gouvernement peut se dessaisir d'une procédure parce que les données sont beaucoup trop complexes pour lui. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire, alors qu'ils avaient pris le pouvoir, qu'ils ont remis des instruments. Ils ont préféré transférer certains dossiers à la CPI. Mais en Guinée, ça peut se faire aussi. Et même si ça ne se fait pas, documenter tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui peut servir demain à une procédure si jamais on arrivait devant la Cour pénale internationale. Donc, dans tous les cas de figure, documenter tout ce qui se dit aujourd'hui sur les violences politiques servira à quelque chose. On espère que ça ne servira pas parce qu'on ne sera pas obligé d'aller devant la CPI. Mais si jamais les gens persistent, qu'on soit membre du gouvernement, qu'on soit dénoncé par qui que ce soit ou pas, ce sont ces éléments d'aujourd'hui qui seront pris à charge contre ceux qui... Mon problème avec ça, vous pouvez bien me comprendre. Pour moi, c'est une procédure simple que le gouvernement peut gérer, que la justice guinéenne peut gérer. Tout à fait. Mais pourquoi ce recours à la Cour pénale internationale? C'est la menace suprême. Ce que j'ai pas compris. Je crois que c'est la menace suprême qui peut être brandie. Il y avait un élan de dissuasion dans le message de Gassama. Et qu'on le veuille ou non, la Cour pénale internationale existe. D'ailleurs, elle n'a pas attendu que nous fassions des déclarations pour elle-même commencer à nous mettre en garde. Je crois que Mme Fatou Bensouda a envoyé des émissaires et a produit un message très dissuasif vis-à-vis de la classe politique guinéenne. Donc, ce n'est pas un aveu de faiblesse non plus. Il arrive des moments où même moi, je peux vous dire aujourd'hui, c'est peut-être une révélation que je vous fais, nous envoyons au procureur de la République des captures d'écran de certaines déclarations incendiaires, ethnocentristes, en attendant qu'ils prennent ses responsabilités. Je présume venant que de l'opposition. Pas forcément. Ah non, mais monsieur le ministre. Pas forcément. Parce que moi, vous serez surpris, mais je ne vais pas rentrer dans un certain nombre de... Parce que peut-être que ces personnes-là vont faire machine arrière. Mais toujours est-il que tout le monde est libre de le faire. En tout cas, nous le faisons. Mais je vous ai pas beaucoup... Il y a certaines déclarations qui, d'ailleurs, semblent provenir de notre camp, mais qui nous font plus de mal qu'autre chose. Et donc, je ne suis pas juge, je ne sais pas comment le procureur gère ce genre de situation, mais pas plus tard que ce week-end, j'ai encore dénoncé l'inaction du procureur. Je le connais, je suis désolé, mais je l'ai dénoncé à un certain nombre de mes collègues par rapport à son inaction. Maintenant, on verra bien ce qui se passera. J'essaie de respecter l'indépendance de la justice aussi. Monsieur Lamine, j'ai écouté le ministre de... bon, je ne sais pas mon ami du tout, on n'est pas du tout d'accord, le ministre de la Défense, mais pour une fois, il avait flétri le discours de Malick Sanko. Vous vous rappelez lorsqu'il avait tenu ce discours? Diané, tu parles. Le ministre de la Défense. J'ai pas entendu cette même condamnation du camp présidentiel lorsque Aboubakar Souma a tenu ce même discours. Vous étiez où? Parce que c'est bien de rappeler aux militants de l'opposition, à tous ceux qui s'adonnent à la violence, un peu de retenue, de cultiver la paix, mais en même temps, lorsque les propos mettent de l'huile sur le feu, qu'est-ce que vous faites du côté du camp présidentiel? Mais écoutez, il y a certaines interventions qui sont publiques, d'autres le sont moins. Il y a sur certaines interventions, le parti se met en avant et lui-même prend ses responsabilités. Est-ce que vous condamnez publiquement? Dites-le, que les auditeurs l'entendent. Est-ce que vous condamnez les propos d'Aboubakar Souma? Je vais vous mettre à l'aise. Oui. Je condamne publiquement tous les propos qui prêtent
à la violence ethnocentrique, qui viennent de notre camp ou pas de notre camp. Bien. Et je signalerai que pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, M. Aboubacar Souma est un allié du RPG et que c'est vrai que sur certains propos, il doit pouvoir faire attention. Voilà. Le ministre Damantan avec nous dans ce studio Mafoudi. On va parler du sujet évidemment. On parle de cette grève, monsieur le ministre, très important. Nous sommes le 12 février, Aboubacar Souma, incontrôlable, hein, si on peut se dire ainsi. Alors, vous allez nous... Comme les grandes gueules. Oui. Les grandes gueules. Alors Lamine, si vous me permettez, avant qu'on ne parle de cette grève, s'il te plaît, je voudrais bien qu'on parle de cette situation. On prend du temps sur un autre sujet, j'aimerais avoir le temps de parler de la grève. Allez-y. Oui, alors, c'est déjà par rapport à ce qui s'est passé du côté de Dinguiraye. Dites-nous, est-ce qu'il y a une enquête qui est ouverte? Est-ce que déjà, parce qu'il y a de l'aide qui était sollicitée de ce côté, qu'est-ce qui est fait avec le gouvernement? Et au-delà de votre présence ou bien de votre rôle de membre de la mouvance, en tant que ministre porte-parole, qu'est-ce qui est fait au niveau de l'État pour justement appeler à plus de sensibilisation? Parce qu'on dirait que vous ne vous prononcez pas. Pourtant, sur les réseaux sociaux, un peu partout, il y a des appels incendiaires, si on veut. Mais écoutez, je crois que peut-être que vous n'avez pas été très au fait de l'actualité. Le ministre de l'administration du territoire est passé, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice, la ministre de l'Action sociale, moi-même. Donc, il y a eu des dénonciations et des appels au calme. Ça a été fait. Il y a une aide d'urgence qui a été acheminée sur Kalinko, c'est bien ça. Et on continue à mobiliser un certain nombre de moyens pour venir en aide aux familles. Il y a des personnes qui ont été arrêtées, pas seulement là-bas d'ailleurs, et la justice suit son cours. Voilà. Et le président, quand est-ce qu'il va se prononcer enfin? Vous lui demanderez peut-être si vous avez l'occasion de lui parler, mais je pense qu'au moment opportun et lorsque cela sera le plus indiqué, je pense qu'il le fera. Justement. On parle de cette grève, monsieur le ministre, c'est très important. Alors, oui, absolument. La question naturelle qui peut se poser à observer comment tout cela a été mené, parce que moi j'ai envie de revenir en arrière, c'est qu'on a indexé le gouvernement comme étant celui qui a laissé faire les choses, qui n'a pas pris la mesure de la chose à temps, en minimisant l'impact que pouvait avoir la notoriété et le leadership de M. Aboubacar Souma. Qu'est-ce qui a défini donc, maintenant que vous êtes là, aidez-nous à comprendre cette posture que vous avez choisi d'adopter, c'est-à-dire de ne pas reconnaître de légitimité à M. Aboubacar Souma. Ce n'est pas une posture, c'est juste la reconnaissance d'un certain nombre de règles et de fonctionnements qui régissent les rapports sociaux. Et si vous permettez, pour bien brosser la situation, donnez-moi juste quelques minutes que je vous fasse peut-être sur 3 points ce qui se passe. D'abord, il faut faire un distinguo entre ce qui se passe au sein du SLEG, entre Souma et ses collègues, et les rapports entre le syndicat et le gouvernement. Au sein du SLEG, il y a une mésentente. Le SLEG a exclu Souma. Ils ont informé le gouvernement à travers une correspondance où ils ont joint un procès-verbal. Et l'inspection du travail a regardé au point de vue du règlement et du statut de ces partis, et de ce, excusez-moi, vous voyez, c'est un lapsus révélateur, de ces syndicats. Est-ce que la procédure pouvait être validée? On a constaté donc qu'il avait exclu. À date, au moment où je vous parle, jamais M. Souma n'a contesté ça devant l'inspection du travail ou le tribunal du travail. J'entends qu'il dit que non, ce n'est pas légal, mais en tout cas, il n'a pas contesté officiellement devant nous. Personne. Ni le tribunal du travail, ni l'inspection. Entre-temps, nous, on travaillait avec les différents syndicats depuis le 16 février 2016. Ce n'est pas maintenant que les négociations ont commencé. Et nous avons signé des accords. Nous ne refusons pas de discuter avec M. Souma. Nous refusons de discuter avec M. Souma en tant que représentant du SLEG sur des points qui ont été réglés par un accord que nous avons eu avec le SLEG. Ce qui veut dire que quand bien même demain il reviendrait à la tête du SLEG, pour qu'on accepte de discuter avec lui, ça serait sur des points qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un accord. Nous avons signé un accord le 9 octobre avec le SLEG. Et quand je vous donnerai la genèse de ces accords, vous verrez qu'il ne peut que les endosser. Je rappelle que nous avons commencé à discuter depuis février 2016. Il n'y avait pas simplement la grille salariale, il y avait surtout le prix du carburant. Donc tous les autres aspects ont été occultés. Les gens n'ont pas perçu tout ce qu'il y avait derrière. On était sur le prix du carburant. Mais il y avait la grille salariale, il y avait le statut de l'éducation et de la santé, il y avait les pensions de retraite, il y avait la subvention des syndicats, le statut particulier des uns et des autres. Nous avons discuté de tous ces points, nous discutons de tous ces points depuis février 2016. Et il y a encore des points qui restent à discuter pour lesquels nous sommes en discussion avec le SLEG. Ces discussions réunissaient
le SLEG, mais pas seulement, la FSPE, une autre centrale syndicale, un autre syndicat de l'éducation, et leurs centrales respectives, CNTG, USTG. Nous avons discuté le 16 février 2016, le 30 avril 2016, le 30 mars 2016, le 15 avril 2016, le 20 février 2017 et le dernier, le 9 octobre 2017, où nous sommes parvenus à un accord sur les deux des points que M. Souma remet sur la table. La remise en jeu de la valeur monétaire et du point d'indice, c'est accepté sur un moratoire de 2 ans et en fait qui correspond à une augmentation des salaires puisque c'est 40% sur les salaires qui vont être mis. Donc, quand il dit 8 millions, il estime que les 40% c'était déjà un acquis que vous leur avez arraché. Non, ça ne peut pas être un acquis, ils ne les avaient pas. Je rappelle qu'avant ces 40%, en 2015, le syndicat avait déjà obtenu une autre augmentation de 40%, dont la dernière tranche a été payée en octobre 2015. Si vous voulez, depuis que nous sommes là, ça doit faire environ 150 ou 160% d'augmentation de salaire pour les fonctionnaires. Donc la dernière, elle est de 40%, elle est en cours. À la fin du mois de février, les premiers 10% vont être payés. Donc, ce n'est pas nous qui refusons de discuter avec lui. C'est lui qui refuse de... Si aujourd'hui, M. Souma disait, je me désolidarise du SLEG, je crée mon propre syndicat. Ce que vous ne savez pas, aujourd'hui sur mon bureau, j'ai des plateformes de revendications syndicales de plusieurs centrales syndicales, soit vis-à-vis du gouvernement, soit vis-à-vis d'un certain nombre de sociétés privées. Ouais. On en discute. Ouais. Sur certains points, je leur dis, écoutez, vous n'êtes pas une centrale syndicale représentative, vous n'avez pas le droit de nous déposer ça. Ouais. Et ils se remettent à jour. Ce n'est pas un cas isolé, c'est parce qu'on en parle et parce qu'il a eu la chance d'avoir l'accès aux médias. Alors, mais au-delà de tout, les médias. Là, c'est important, Moussa. Attendez, il faut que je place ça parce que j'ai eu Souma ce week-end au téléphone. Ce qu'il disait, c'était la reconnaissance. C'est très important. Alors, pourquoi vous ne reconnaissez pas Souma aujourd'hui? Justement, j'en viens. Ouais. Vous reconnaissez quelqu'un qui vous reconnaît en tant que tel. D'accord. Il faudrait que Souma nous reconnaisse nous-mêmes en tant qu'interlocuteur avec une position. Monsieur Souma est syndicaliste parce qu'il est fonctionnaire. Ouais. En tant que fonctionnaire, il est enseignant. Monsieur Souma a bénéficié d'un décret du président qui le nomme responsable DPE à Dinguiraye. Il a déclaré publiquement qu'il refusait de se rendre à ce poste. Il ne nous reconnaît pas en tant qu'autorité. Oui, mais... Comment nous, on le et si justement ce décret participait d'une manœuvre qui viserait à casser le mouvement syndical? Alors, c'est un procès d'intention que vous êtes en train de faire ou qu'il est en train de faire. Je suppose que vous répétez peut-être... Avant lui, on a vu toutes les velléités du côté de Dalaba il n'y a pas longtemps. Je pense que l'autre, quand on l'a muté, sa Mandiana, il va atterrir. Qui ça? Un autre représentant du SLEG qui se trouve de ce côté-ci. Au fait, le mouvement qui a été mis en place, le noyau même du mouvement d'Abaka Souma, ces décrets représentaient une sorte de manœuvre pour complètement casser. Alors, si c'était le cas, le ministre de l'Éducation nationale n'aurait pas reçu officiellement, solennellement, sans qu'il le demande, une délégation du SLEG, de la FSPE, venue le remercier de ces promotions-là. Mais qu'à cela ne tienne, en quoi est-ce que le fait d'être affecté sur le territoire guinéen l'empêche de mener des activités syndicales? Il y a un terme qui vous est cher, monsieur le ministre, la représentativité. Si M. Souma ne vient pas vers vous, mais vous qui avez un bilan à défendre plus tard, vous qui, tantôt, parce que le mouvement syndical a connu plusieurs crises dans ce pays, vous qui parliez de représentativité à tout bout de champ, vous savez que ce monsieur est écouté. Ce monsieur est écouté. La moindre des choses, c'est ce monsieur est écouté, la moindre des choses. Non, je ne joue pas un jeu. C'est tellement facile. Il a accepté. Vous voulez pas, vous dites qu'il n'est pas représentatif, mais en même temps, c'est quand il parle, il est suivi. Et vous avez vu tout ce que ça a causé. Vous dites qu'il est fermé au dialogue. Mais en même temps, il a accepté la médiation des religieux. Il est allé à leur rencontre. Ils ont dialogué. Moussa Moïse, si quelqu'un vient aujourd'hui dire je viens à Espace FM pour discuter de quelle manière la RTG va prendre le contrôle des grandes gueules, est-ce que vous allez accepter le principe même de la discussion? Ça, c'est non. C'est même pas la peine que vous répondiez. Donc, il faut pouvoir poser des problèmes de manière à ce qu'ils puissent être résolus. Lorsque vous dites, rien n'empêche M. Souma d'être dans son poste et de mener ses activités syndicales. Il y a des règles pour ça. J'en viens. J'ai quand même des réserves. J'ai quand même des réserves. Parce que, absolument, le Code du travail permet, je n'ai pas feuilleté le cas guinéen, mais j'ai pu télécharger le Code du travail français. Et à l'intérieur, il est clairement indiqué que le travailleur, le délégué ou le représentant syndical peut, lorsqu'il estime qu'une mutation, une décision de sa hiérarchie peut
peut briser donc son travail syndical, il peut décider de ne pas y aller, de ne pas se rendre à son lieu d'affectation, bien entendu en s'entourant d'un certain nombre de n'utilisez pas de mesures. raccourcis. Il y a des délais, il y a des procédures légales. Exactement, il y a des procédures, voilà. Absolument. Et quand vous dites cela, c'est dangereux parce que vous mettez à mal le principe même de fonctionnement d'une administration. Parce qu'on n'est pas en train de parler du Code du travail. Le Code du travail ne s'applique pas aux fonctionnaires. Le fonctionnaire est régi par un statut, le statut de la fonction publique. La seule possibilité qui est offerte à un fonctionnaire de refuser un ordre de sa hiérarchie, c'est lorsqu'il est manifestement illégal. L'expression fonctionnaire protégé. Non. Vous en avez entendu parler, on monsieur le parle ministre. de la législation guinéenne, Tamba. D'accord, allez-y. La loi 028, vous la parcourez lorsque vous aurez le temps, elle est très claire. Un fonctionnaire est tenu de répondre à son travail partout où l'administration estime qu'il est nécessaire. Que ce soit par arrêté ou par décret. En l'occurrence, c'est un décret. Si on commence à ouvrir cette brèche-là, on ne pourra plus affecter. Moi, aujourd'hui, sur mon bureau, j'ai des centaines de demandes de jeunes qu'on envoie à l'intérieur pour servir et qui ne veulent pas aller à l'intérieur du pays, ils veulent servir à Conakry. Qu'à cela ne tienne, si vous n'êtes pas d'accord avec une procédure, vous utilisez les recours légaux. Mais lorsque vous dites à votre autorité que vous ne la reconnaissez pas en tant que telle, et ensuite vous voulez venir discuter de points qui ont été déjà discutés par la centrale à laquelle vous appartenez, comprenez l'embarras du gouvernement. Ouais. Est-ce que c'est une guerre de personnes finalement à la fin de compte, Kaokare, Souma, parce qu'apparemment il y a eu un deal entre eux. Ah non, ça je ne m'engage pas sur ça. Je ne vois pas en quoi il y aurait un deal. Je pense que Souma est tellement jaloux de son indépendance qu'il l'aurait dit. Et je ne crois pas que cela puisse mettre en otage l'ensemble du système éducatif. Et je veux aussi revenir à quelque chose. Quand vous dites il est représentatif, écoutez quand même. On a eu des élections syndicales ici avec une majorité pour la CNTG à plus de 90%. Quand vous prenez la grève qui s'est passée la dernière fois, sur l'ensemble du territoire, parce que Conakry est la capitale, parce qu'elle donne de la visibilité, on a l'impression que toute la Guinée est en grève. Non, quand même, il y a des statistiques qui existent et votre travail, c'est bien entendu de les analyser. C'est évident que l'image que ça donne à Conakry... Vous savez, manipuler la frange la plus fragile de notre société, des adolescents qui sont en inaction, qui sont en inactivité, qui se regroupent tous au même endroit, c'est très facile de donner l'impression qu'il y a le chaos. Parce que justement, maintenir l'ordre vis-à-vis d'adolescents, c'est la chose la plus difficile à faire. Ouais. Mais de là à dire qu'il a été, je cite Lamine, plébiscité, on peut être plébiscité par 10 personnes. C'est pas ça la question. Mais il y a des règles dans les syndicats. Bien, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec notre invité ce matin, M. Albert Damantan Camara, porte-parole du gouvernement. On en parle d'autres sujets à venir. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.